Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Alors là, cette vidéo va être à nouveau sur l'Ukraine, sur les questions que l'on ne pose jamais et qui sont pourtant vitales. Alors, que peut-on dire sur ces questions-là? Bon, d'abord, une petite présentation. Alors, l'Ukraine, qui avant 2014 se portait relativement bien, il y avait des problèmes économiques, bien sûr, mais rien de bien grave, et dont l'économie et la qualité de vie des habitants étaient en amélioration, lente, mais amélioration tout de même, amélioration constante. Et cela grâce à son immense agriculture, son industrie et le gaz qui traverse son pays via la Russie. Donc ce pays était en plus aussi relativement puissant militairement, avec d'énormes restes soviétiques et beaucoup de soldats. Après le coup d'État de 2014 par les États-Unis, nous avons présentement maintenant une Ukraine qui est totalement dépendante des États-Unis, de l'Union européenne, et qui ne pourrait survivre plus d'une semaine sans les aides économiques que donne l'Occident. Là, présentement, l'Union européenne donne 3 milliards d'euros par mois à l'Ukraine afin de pouvoir tenir en tant qu'État pour le strict minimum. Donc à cause des Américains, les maîtres d'œuvre de la destruction de l'Ukraine, nous avons les serviteurs majeurs des États-Unis qui ont aidé à cette destruction, à savoir l'Angleterre, le Canada, l'Allemagne et la France, dont ces deux derniers ont conçu les accords de Minsk II uniquement pour gagner du temps afin de mieux préparer l'Ukraine à une future guerre prévue de longue date avec les États-Unis. Et ça, cela a été admis par le journal Die Zeit et Der Spiegel, donc journaux allemands, par Angela Merkel. Et 2 semaines après, cela a été confirmé par François Hollande. Voilà. Donc l'Ukraine maintenant n'est plus qu'un tas de ruines, ayant subi des centaines de milliers de morts, avec environ 20 millions d'habitants qui ont fui le pays sur les 43 millions qu'elle avait. Alors évidemment, vous ne trouverez pas nulle part vraiment écrit par un journal qui a eu 20 millions de gens qui ont quitté l'Ukraine. Ça, c'est Scott Ritter et le colonel McGregor qui le dit. En tous les cas, les derniers chiffres de la population officielle en Ukraine sont extrêmement bas. Et j'ai déjà vu comme quoi il restait 25 millions de personnes en Ukraine, dans des organes officiels américains. Alors maintenant, où est la vérité? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais le fait que 20 millions de personnes aient quitté l'Ukraine, d'après Colonel McGregor, et à peu près la même chose d'après Scott Ritter, me semble tout à fait plausible. Donc un pays qui a complètement perdu son indépendance, sa souveraineté au profit de l'Occident, avec laquelle elle est d'ailleurs maintenant endettée pour des décennies, endettée surtout vis-à-vis des États-Unis pour être précis. Bref, un pays qui se bat maintenant pour regagner 20% de son territoire alors qu'elle a déjà perdu l'entièreté de son pays au profit des Occidentaux. Quelle ironie! Quelle situation aussi ridicule et grotesque, hein, que l'on pourrait comparer avec l'analogie suivante. Donc là, j'ai fait une petite analogie qui me semble très bien fonctionner. Donc imaginez un homme qui se porte bien
Et soudainement, un docteur vient le voir pour lui dire qu'il devra prendre de puissants médicaments en lui assurant qu'il ira encore mieux. Et, de force, lui met les médicaments dans la bouche, lui pince le nez en lui fermant la bouche pour le forcer à avaler. Or, les médicaments rendent l'homme terriblement malade, mais l'homme, au lieu d'arrêter le traitement, il dit qu'il veut des médicaments encore plus puissants pour contrer son nouvel état maladif. Et le docteur s'empresse de lui donner les médicaments demandés. Et là, l'homme, maintenant, est à terre, à demi-mort. Il ne peut plus que murmurer, et ces murmures sont « Donnez-moi encore plus de médicaments afin que j'aille mieux ». Et le docteur s'empresse à nouveau de lui donner encore plus de médicaments. Maintenant, vous remplacez l'homme par l'Ukraine, le docteur par l'Occident, surtout les États-Unis, la maladie par la Russie et les médicaments par les armes, et vous verrez que l'analogie fonctionne bien. Mais bon, de toute manière, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus revenir sur ce qui s'est passé en Ukraine. Cela laisse donc les questions suivantes. Voilà toutes les questions très importantes, majeures, que j'ai pu trouver, qui me semblent que du bon sens. Que va faire la Russie une fois la guerre gagnée? Va-t-elle s'arrêter aux nouveaux oblasts russes? Donc les 4 oblasts. Va-t-elle prendre encore plus d'oblasts, de territoires? Alors les nouveaux oblasts à prendre, ce serait logiquement l'oblast de Kharkov, l'oblast de Mykolaïev et d'Odessa. Est-ce que Vladimir Poutine va le faire? On ne sait pas. Qui va financer la partie de l'Ukraine de l'Ouest, celle sous autorité de Kiev? L'Union européenne seule ou avec les États-Unis concernant le financement? On ne sait pas. Et si c'est l'Union européenne seule qui va payer, va-t-elle payer les 900 milliards d'euros estimés par Ursula von der Leyen pour la reconstruction? On ne sait pas. Surtout que, bien entendu, il y a BlackRock qui s'est présenté aussi pour la reconstruction. N'oublions pas le rendez-vous physique avec Larry Fink, le PDG de BlackRock, et Zelensky à Kiev. Ne l'oublions pas. Donc déjà, tout est prévu à l'avance. Bien entendu, les deniers de l'Europe, ces 900 milliards d'euros, iront bien sûr dans les poches de BlackRock. Cela va de soi. D'où va sortir cet argent alors que l'Union européenne est déjà dans un gouffre financier qui ne cesse de s'agrandir? Et quid de la crise énergétique? Qu'est-ce qu'on fait de la crise énergétique? Il faut bien payer pour résoudre la crise énergétique. Et les nouveaux financements militaires complètement fous de la France, de la Pologne et de l'Allemagne. Moi, la France, j'ai entendu dire qu'elle prévoyait 400 milliards d'euros jusqu'à 2027. Où elle va trouver ces 400 milliards? L'Allemagne a dit 100 milliards. La Pologne, je ne sais pas, mais elle a prévu un budget complètement fou, la Pologne. Donc ça veut dire, avant, il n'y avait déjà pas assez d'argent et l'Union européenne coupait ses dépenses militaires en comptant sur les États-Unis au cas où. Mais il y a un énorme problème alors, puisque avant on coupait dans les dépenses militaires en comptant sur les États-Unis, et donc on sabrait à fond. Et maintenant, mais si l'on augmente colossalement les dépenses militaires, cela veut dire que maintenant ces pays-là sont riches. France, Allemagne, Pologne, etc., Finlande, Suède, etc. Et maintenant, ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Ça veut dire qu'avant le conflit russo-ukrainien, ces pays-là, européens, étaient pauvres, on manquait d'argent pour financer les hôpitaux, la justice, les prisons, etc., etc., etc. Donc, on coupait gravement les budgets de la défense. N'oubliez pas le général de Villiers qui a démissionné dans le premier mandat de Macron parce qu'il trouvait que c'était inadmissible. Macron l'a laissé partir. Et là maintenant,
pour la France, 400 milliards d'euros. Voilà. Prévu pour 2027. Donc ça veut dire que maintenant, on est plus riche que jamais, on ne sait plus quoi faire de notre argent. Voilà. Et puis, qui va payer la transition énergétique? Transition énergétique qui a fait que l'on a fermé les centrales nucléaires en Allemagne et qu'on a commencé à fermer les centrales nucléaires en France. Bon, là, on s'est arrêté, mais bon, peut-être que ça va continuer, on ne sait pas, avec plus tard, pour X raisons, pour l'écologie, peut-être que Greta Thunberg va nous disputer et nous, on va suivre. On ne sait pas. Qui va payer les éoliennes et les panneaux photovoltaïques? Qui va payer pour éliminer les passoires thermiques? Et surtout, comment allons-nous payer tout cela? En effet, entre l'aide à l'Ukraine financièrement et militairement, l'augmentation faramineuse des dépenses énergétiques et des dépenses militaires, pour des menaces qui n'existent pas d'ailleurs, et l'augmentation énorme des dépenses pour gérer les immigrés qui arrivent par millions chaque année en Europe. Comment donc allons-nous faire? Où trouver cet argent que l'on n'avait déjà pas avant le conflit russo-ukrainien? Argent qu'on n'avait pas avant le conflit. N'oubliez pas, on ferme les lits à l'hôpital, la justice, on ne donne plus rien, on ne donnait plus rien, etc., etc. La liste serait sans fin. Et là, tout d'un coup, on pourrait se permettre, si on prend que le cas de la France, de faire un budget de 400 milliards d'euros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'endetter colossalement? Ou alors ça veut dire qu'on avait tout cet argent depuis toutes ces décennies, on avait cet argent et on a laissé crever l'hôpital, crever la justice, crever les fonctionnaires, crever la police, la sécurité sociale, etc., etc. Il faut choisir. C'était quoi? On l'avait cet argent pour pouvoir se permettre ça? Ou en fait on ne l'a pas et on ne fait que s'endetter toujours plus, alors qu'on est déjà à un niveau record d'endettement. Qui va payer cette dette après? Nos enfants, nos petits-enfants? Qui? Et ça veut dire quoi de la santé économique de notre pays si on s'endette de manière extrême? À un moment donné, ceux qui prêtent, c'est-à-dire les banques, à un moment donné, elles voudront être remboursées. Et que va-t-il se passer à ce moment-là? Quand on va perdre tous nos A, là, le standard international qui fait qu'on perd un A ou on gagne un A. Et ça voudra dire que si on perd un A, eh bien, les taux d'intérêt pour emprunter vont augmenter. Ça veut dire qu'on va encore plus s'endetter. C'est un cercle sans fin. Bah oui. Après tout aussi, avant le conflit, l'état des pays d'Europe quant aux hôpitaux, la justice, les logements, la police, pour ne prendre que ces exemples, était déjà dans un mauvais état, voire un état catastrophique, surtout en France. Et pourtant, l'Ukraine, rien que pour son fonctionnement administratif général, l'Union européenne donne 3 milliards d'euros par mois. Voilà. Ah, on a de l'argent, on la donne à l'Ukraine, hein. Ah oui, on a déjà donné 76 milliards d'euros à l'Ukraine. Et on a prévu un nouveau paquet de 55 milliards d'euros. Heureusement que tu as Viktor Orban, président de la Hongrie, qui a mis le haut là et qui a dit non, non, moi je mets le veto sur les nouveaux 55 milliards d'euros à donner à l'Ukraine. Parce que Orban, il a dit, moi déjà les 76 milliards d'euros, ils sont partis où en Ukraine? Qu'on me prouve que c'est bien parti pour l'administration de l'Ukraine ou le front à l'Ukraine. Et que c'est pas parti dans les poches d'oligarques, dans des seigneurs de guerre ou à l'étranger. Je vous rappelle la petite anecdote qui a fait scandale aux États-Unis. On a retrouvé des javelines, donc des systèmes portables anti-tanks, dans les mains de gangs de cartels mexicains au Mexique. Et que ça venait d'Ukraine. Petite anecdote comme ça, hein.
Donc l'Ukraine n'est plus qu'une coquille vide et même la coquille est brisée. À la base, ce pays n'a qu'une valeur territoriale stratégique pour les États-Unis et tout démarre de là. Le fait que l'Ukraine ait une importance territoriale stratégique pour les États-Unis. Voilà, tout démarre de là. Cela avait été dévoilé par un livre de géopolitique écrit par Zbigniew Brzezinski, publié en 1997, qui est un livre de référence mondiale sur les intentions, même pas cachées, de la manière dont les États-Unis veulent établir leur hégémonie mondiale. Car, selon eux, les termes gouvernementaux américains, ils le méritent. Ils se disaient tout-puissants et avaient un droit moral supérieur par rapport aux autres. En gros, ils prenaient ce qui leur revenait de droit, comme un droit divin, naturel. C'était normal. Mais alors, sachant tout cela, que faire de l'Ukraine? Bien sûr, on pourrait dire que concernant l'Union européenne, on devrait partir, laisser tomber l'Ukraine et revenir à nos propres problèmes, car après tout, ce qui se passe en Ukraine ne nous concerne en rien, et l'Union européenne n'a aucun intérêt à défendre ce pays. Mais nous savons tous que cela n'arrivera jamais, bien évidemment, puisque l'Union européenne est le vassal direct des États-Unis. Donc les questions sont plutôt 1. Que va-t-il se passer après la victoire russe? Quels changements vont arriver à ce moment-là au niveau géopolitique? À la victoire russe, comment vont réagir les Américains? Vont-ils laisser tomber, car trop coûteux en finances et en matériel militaire? Ou alors vont-ils aller encore plus loin avec des conséquences potentiellement terribles mondiales? Vont-ils renchérir? Dans la bêtise, bien sûr. Et si la centrale de Zaporojie est détruite avant ces événements? Bah là, c'est l'inconnu. Et les Russes, si cela arrivait, seraient très, très, très en colère. Comment les Russes réagiront-ils? Puniront-ils les Ukrainiens? Puniront-ils les bases de l'OTAN en Europe? En premier lieu, celle en Pologne, d'ailleurs, peut-être même celle en Allemagne, à Ramstein. On ne sait pas. C'est des questions majeures, vitales, on ne sait pas. Parce que là, l'explosion de la centrale de Zaporojie, c'est une affaire dont tout le monde parle là. Hein. Puisque vu que les Ukrainiens subissent des catastrophes dans leur offensive, que leur offensive a été absolument terrible en coûts matériels et humains, eh bien, ce serait la politique de la terre brûlée. Il ferait exploser la centrale de Zaporijie pour dire regardez, aux Russes, c'est nous les Ukrainiens qui auront le dernier mot. On va faire la politique de la terre brûlée. Certes, on a perdu la guerre, mais on vous emmène avec nous. Voilà. Et vous, le terrain que vous allez avoir, que vous avez acquis, eh bien, il sera contaminé, radioactif pour des décennies. Voilà. Même si tout le peuple ukrainien et tout le peuple russe, voilà, en plus, on pourrait même pas dire tout le peuple russe, parce que tout l'est de l'Ukraine, je vous rappelle, c'était quand même des Ukrainiens. Alors certes, russophones et pro-russes, mais des Ukrainiens tout de même. Donc les Ukrainiens de Kiev, hein, le gouvernement kievien dira, tant pis, ils mourront de toute manière, ce sont des traîtres. C'est pas grave. Et nous, les Ukrainiens de l'Ouest, on va mourir aussi, mais au moins on emportera dans notre tombe les Russes, et c'est tout ce qui compte. Tout le monde meurt, et comme ça, notre orgueil et notre fierté sera intact. On sera mort pour la justice, la gloire. On emmènera les Russes avec nous. Peu importe si on emmène avec nous dans la mort tous les Ukrainiens, la totalité des Ukrainiens, une partie des Polonais, des Roumains, des Biélorusses, des Bulgares. C'est pas grave. C'est pas grave. On aura gagné. Voilà. Et les États-Unis seront contents en plus. Nos maîtres se réjouiront.
parce qu'ils auront ri les derniers, ils auront battu les Russes, entre guillemets, indirectement. Voilà les grandes questions qu'il faut se poser. Donc comme vous pouvez le voir, les questions fondamentales sont très nombreuses, et il faudrait que nos politiciens se les posent. Mais ce n'est pas le cas, bien évidemment. Ils ne réagissent que par l'émotion, par réaction, mais en aucun cas par le résultat d'une réflexion profonde. Et de toute manière, le ferait-il? En aurait-il le droit? Est-ce que les États-Unis seraient d'accord pour relâcher la laisse? Pour desserrer le collier? Je ne sais pas. Après tout, vous voyez ce que les États-Unis ont fait au Nord Stream. Et voilà, ils étaient prêts à détruire l'Allemagne, son économie et même l'Europe par là, indirectement, tout simplement pour avancer leur agenda. Voyez ce qu'ils peuvent faire, les États-Unis. Voyez ce dont ils sont capables. La fin justifie les moyens. Rien ne les arrête. Leur intérêt d'abord. Les autres, jamais. Et ils peuvent crever d'ailleurs. Ah oui, quand on est capable de faire exploser les Nord Stream, de créer une crise énergétique, qui a fait d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu dans Global Times, le grand journal chinois, ça aurait fait indirectement plus de 15 000 morts, hein, la crise énergétique. Mais c'est pas grave. Et les milliers d'entreprises fermées, faute de pouvoir payer les factures d'énergie. Et les centaines d'entreprises allemandes, anglaises et autres d'Europe qui déménagent aux États-Unis parce qu'ils sont incapables de payer les factures en Europe, dont BASF d'ailleurs, une énorme entreprise allemande. Pas grave. Ça, c'est des conséquences que les États-Unis acceptent sans problème. Voilà. Donc, est-ce que nos présidents, qui normalement sont autonomes et n'ont pas à obéir aux États-Unis, ni à Bruxelles, ni à l'Union européenne, ni à Ursula von der Leyen, et pourtant ils obéissent, malgré tout. C'est une preuve suffisante déjà de l'existence de l'État profond qui contrôle tout. Voilà. Ce qu'il fallait démontrer, tout simplement. Voilà, donc nous voyons bien que, en admettant que nos politiciens soient innocents et qu'ils ne sont pas gouvernés par les États-Unis, en tous les cas, si c'est le cas, ils sont totalement dépassés, ne serait-ce que par l'inefficacité des sanctions qui se sont retournées contre eux, et au contraire ont renforcé la Russie. Ensuite, par l'essor incroyable des BRICS, qui fait que l'Occident s'est isolé de plus en plus, et que la Russie est devenue extrêmement prestigieux de par le monde, sa réputation est devenue énorme, le nombre d'amis des Russes a été multiplié, n'oublions pas l'Iran, la Corée du Nord, la Turquie, l'Inde, la Chine, Cuba, le Venezuela, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, pour ne parler que des plus gros pays, hein. On pourrait parler des petits, comme l'Érythrée, etc. Mais il y en a plein comme ça, plein. Donc la Russie n'a jamais été aussi populaire dans le monde entier. Jamais. Voilà. Et surtout, surtout, n'oublions pas la dédollarisation internationale qui est devenue internationale, donc, et absolument inéluctable. Et c'est ça qui effraie en réalité le plus les États-Unis. Parce que qui dit dédollarisation dit qu'ils ne pourront plus faire marcher la machine à billets à l'infini. Parce que là, là, ils dépensent hein, à l'infini. Parce qu'ils peuvent faire marcher la planche à billets à l'infini. Parce que le dollar est toujours présent à l'international. Mais quand les gens n'achèteront plus en dollars, les États-Unis pourront plus imprimer des billets comme ça. Et là, ils auront des dettes à payer. Et là, les États-Unis s'effondreront d'un coup. Voilà, en une semaine, il n'y aura plus d'Amérique, il n'y aura plus rien. Bon, on n'en est pas là encore, hein, parce que les dollars est encore puissant, il est encore là. Mais vous verrez d'ici quelques années, à mon avis, ça ira beaucoup plus vite qu'on ne le croit, surtout après la victoire russe. Mais nous verrons bien. Voilà, vous avez pu voir les questions fondamentales qu'il fallait se poser. Et c'est des questions qu'on ne peut pas écarter, dont il faut absolument penser, car c'est très important,
Est-ce que nos politiciens se les poseront? Peut-être avec le temps, peut-être après la victoire russe, hein, ils auront une douche froide, ils se réveilleront avec la gueule de bois, et là, peut-être se poseront-ils ces questions-là. Voilà, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, et éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien, analyse du monde, c'est très important pour moi. Et bien sûr, toujours, soyez curieux.